Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman, un Bat Reviews numéro 22 pour vous parler des lectures Batman publiées chez Urban Comics au mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon en début d'année chez Urban Comics? Eh bien, écoutez, on va vous le dire tout de suite. Je suis accompagné par deux membres de la team Batman et Hands avec Aliénor Drake. Salut Aliénor. Bonjour, bonjour. Mais aussi l'habituel Siegfried. Bonjour à tous. Hello. Alors, comme je le disais en préambule, on va s'attaquer aux lectures Batman parues chez Urban au mois de janvier. Il y en a quelques-unes quand même, parce que Urban Comics est en train de préparer la sortie du film Batman qui arrive en mars avec Robert Pattinson, réalisé par Matt Reeves. Bref, et du coup, beaucoup de sorties. Mais j'ai envie qu'on entame, vous le voyez certainement, pour ceux qui regardent ce podcast sur YouTube, par l'autre côté, cette vignette-là, le nouveau Batman, donc la série principale Batman, qui est Batman Infinite, tome 1. Toujours James Tynion fort au scénario, et c'est Siegfried qui va vous le présenter. Siegfried, tu n'étais pas très très fan de Batman Joker War. As-tu apprécié ce Batman Infinite? Je vois pas pourquoi j'aurais davantage apprécié. D'autant que... je sais pas, bon, je tente. Évidemment, il y a un peu de tromperie sur marchandise parce que ce qu'on appelle ici Batman Infinite, en fait, c'est juste les Batman 106 à 111. Donc, c'est l'exacte suite du run qu'on a lu précédemment. Tout à fait. Ça s'appelle Infinite supposément pour faire le lien avec Infinite Frontier, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec Infinite Frontier. On n'est même pas encore dans la continuité Infinite Frontier. Et on pose davantage les bases de ce que va être le Future State. Donc, petit problème, si vous avez déjà lu Future State, ça va pas beaucoup vous intéresser, en fait, puisque vous racontez comment les Peacemakers ont été créés quand on sait comment ce qui leur arrive à la fin de Future State Batman, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, déjà vous pouvez sauter complètement cette lecture qui n'apporte absolument rien si vous savez déjà exactement tout ce qui arrive au magistrat. Super. Voilà, fin de cette review. On passe donc au second. Alors Siegfried, ça y est, tu nous détruis directement la première review. Enfin, du coup, ça pose un peu question parce qu'il n'y avait pas moyen d'appeler ça Future State Batman 0 par exemple, ou personnellement j'avais été, vous en souvenez, un peu froid, un peu mitigé, enfin on va dire mitigé, on va être gentil, sur le Batman Future State. J'aurais trouvé peut-être voilà, je l'aurais trouvé beaucoup plus intéressant si on m'avait déjà expliqué ce qu'étaient les Peacemakers, en fait. Donc, si on avait eu ces fascicules-là avant. Là, je comprends pas trop. Du coup, dans le Future State, on nous balance directement des Peacemakers qui viennent un peu de nulle part et sont pas très intéressants. Et là, on nous expose enfin d'où ils viennent, mais alors qu'on connaît déjà leur destin dans Future State. Donc voilà, c'est évidemment aux États-Unis, j'imagine que ces fascicules-là avaient été parus avant, mais du coup, dans une logique éditoriale francophone, c'est pas le seul comic sur lequel il y aura des questions dans ce numéro, mais voilà, ça en ternit quand même pas mal l'intérêt. Voilà, donc on voit comment le maire Nakano devient le nouveau maire de Gotham. Donc à la rigueur, ça pourrait être intéressant parce que vous vous souvenez peut-être que à la base c'est un flic, mais auquel il arrivait des sales trucs et qu'on a nourri un ressentiment contre les masques. Et c'est pour ça qu'il va laisser ensuite les Peacekeepers prendre un peu le pouvoir quand même dans une logique anti-masque assez totale. Mais en fait, franchement, la manière dont Nakano autorise le déploiement des Peacekeepers et lance contre Batman, c'est d'une pauvreté et d'une paresse scénaristique qui est juste hallucinante. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver dans ce numéro, sauf éventuellement si vous n'avez pas lu les Future State, que vous avez l'intention de lire les Future State et que vous avez envie quand même de les apprécier au maximum. Donc, en lisant ce qui en pose déjà les bases, à la rigueur, là, ça peut avoir un peu d'intérêt. Mais oubliez le lien avec Infinite Frontier et oubliez complètement ce numéro si vous avez déjà lu les Future State, parce que vous saurez déjà tout, en fait. Ouais, alors pour essayer de défendre un peu l'idée, malgré tout, même si c'est pas tellement le propos, mais il faut quand même préciser que dans Future State, ce sont des futurs possibles et pas forcément les futurs qui feront partie de cette continuité-là. Oui, mais en fait, quand on lit ça à Future State, on fait le rapprochement directement, tu veux dire. Ouais. C'est la suite exacte de ça. Nakano devient maire, on voit le type Sinclair qui crée les Peacekeepers et qui essaie de négocier auprès de Nakano pour les déployer. Il les déploie à la fin du numéro. C'est littéralement ce qui se passe quelques semaines avant Future State. Donc évidemment, on nous dit que Future State, c'est un futur plus ou moins lointain et impossible. Dans les faits, le lien, il est absolument évident entre les deux. Donc peut-être qu'ils vont tordre ça dans la suite, mais pour l'instant, ça pose exactement les bases de ce qu'on va voir dans Future State. Donc
Je vois pas forcément l'intérêt pour le coup de voir ça comme un futur possible. Au moins, petit point positif quand même, c'est dessiné par Jiménez et c'est vraiment un travail absolument épatant d'un point de vue graphique. C'est pas forcément extraordinaire dans la séquentialité, mais chacune de ces vignettes est absolument superbe. Donc voilà, il y a quand même un vrai plaisir au dessin qui n'était pas forcément le cas dans des comics précédents. Au moins, il y a toujours ça. Dans la continuité Batman, ils prennent quand même des grands dessinateurs pour faire des choses vraiment chouettes. Donc il y a toujours ça de prix, mais bon, c'est un peu tout pour moi. OK, donc vous l'aurez compris, pour Siegfried, en tout cas, qui donne son avis dans ce podcast, Batman Infinite, tome 1, c'est joli, mais c'est assez, décevant en termes de scénario. Je vous propose donc d'enchaîner. Peut-être à Aliénor, tu as peut-être une remarque, vas-y. Je me permettrais de rajouter que c'est pas parce qu'il n'a pas aimé que vous n'aimerez pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Chaque avis, est subjectif, tout à fait, on n'est Ça, pas, comment? je dis ça parce que c'est rare qu'il ait des avis positifs, tu vois, sur une comics. Non, il y en a quelques-uns, hein. Il y en a quand même quelques-uns, heureusement, j'ai envie de dire, non, non, c'est vrai. Après, Siegfried est généralement très objectif dans ses avis, enfin, il parle de subjectivité dans toute lecture, mais je veux dire, il donne son Évidemment. avis construit. C'est ça qui est intéressant. Vous l'aurez compris, en tout cas, sur ce Batman Infinite. Moi, je l'ai pas encore lu, parce que j'aurais peut-être pu le défendre, parce que j'aime bien, enfin, j'aime bien. C'est pas ma lecture préférée des Joker War, mais je trouvais ça euh, lisible. En tout cas, pas aussi nul que ce que Siegfried en a pensé. Et donc, j'aurais peut-être pu le défendre, mais je ne l'ai pas encore lu, mais ça arrive bientôt. Euh, En tout cas, j'ai hâte de voir ça et de confronter mon opinion à celui de Siegfried. En Et si vous attendant, avez aimé, n'hésitez pas à défendre dans les bien sûr. commentaires, parce qu'on attend que ça. Le but de ces reviews, c'est aussi de lancer une discussion avec vous. Si c'est juste pour exposer nos avis, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je suis vraiment très curieux de voir ceux qui auront lu ça et qui l'auront apprécié pour pouvoir en discuter dans les commentaires où je serai présent. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Siegfried est plus présent dans les commentaires, notamment sur YouTube, que moi-même. Euh, Du coup, je vous propose d'enchaîner avec une deuxième lecture, grosse lecture du mois. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui avait déjà été édité, même notamment en France. Du coup, deuxième lecture pour ce Bat Reviews avec une lecture estampillée The Batman, puisque c'est l'un des récits qui, d'après les dires du réalisateur Matt Reeves, l'a inspiré pour son film, et Urban en a profité pour rééditer ce fameux récit. Ce fameux récit, vous allez le voir, c'est Batman Ego. Le fameux Batman Ego. Alors, on en parle beaucoup parce que c'est quand même écrit, scénarisé par Darwyn Cook, et c'est quand même l'un des récits qui a en général bonne presse auprès des fans. Aliénor, tu l'as lu, qu'en as-tu pensé? J'ai adoré, c'est une lecture très fluide. En fait, j'ai trouvé ça, c'est typiquement le genre de lecture que j'aime, de récit que j'aime, dans le sens où c'est simple, sans chichi, et en même temps profond. En fait, ce sont des récits courts parce que oui, petite précision, en fait, il n'y a pas que Ego dedans. Ego fait presque la moitié du volume. Et ensuite, il y a d'autres récits de Darwyn Cook. Alors, soit en tant que scénariste, soit en tant que scénariste et dessinateur, ou en tant que dessinateur simple. Je pense notamment au dernier récit, qui est différent des 4 autres, puisque justement Darwyn Cook n'est pas le scénariste, c'est plutôt Jeff Loeb. Donc bon, c'est tout aussi bien d'ailleurs, hein. Mais c'est Oui, c'est pas une autre mal. atmosphère. Ouais, 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 c'est une autre atmosphère. Donc oui, les qualités en fait de ce récit, c'est que déjà ce sont des histoires courtes, ça fait du bien de temps en temps, hein. Surtout quand on enchaîne. Enfin moi, pour le coup, c'est pas mon cas, mais surtout quand on enchaîne comme vous des runs à rallonge. Ça fait une petite pause. C'est très très fluide à lire, c'est très bien construit, c'est très psychologique surtout. Et justement, l'exploit qu'il a réussi à faire à travers tous ces récits, c'est de construire des aspects psychologiques de Batman en si peu de pages en fait, des récits très émouvants, très profonds et en même temps très rapides à lire quoi. Voilà, en toute simplicité, sans prétention. Et c'est justement, je peux faire la comparaison avec une histoire qu'on a lue il y a pas très longtemps et dont on avait parlé, où on avait été surpris. C'était une histoire très prétentieuse justement où on attendait, on disait que ça aurait été le meilleur récit, etc. Et au final, je suis désolée, j'arrive plus à retrouver le titre. C'est le Joker, mais les trois Trois Jokers. Jokers. Voilà, trois Jokers.
3 jokers, où c'était la prétention du siècle. Et en fait, bah voilà, tout ce qui est prétentieux, finalement, recueille de mauvais lauriers, tandis que là, bah, en fait, c'est tout simple et excellent. Voilà, le dessin, pour ceux qui aiment. Alors moi, c'est pas mon style préféré, justement. Le style assez animé. Moi, je suis plutôt dans le réalisme ou presque. Et ben malgré tout, j'ai adoré en fait parce que ça allait tellement bien, l'histoire c'était tellement bien fait, surtout dans l'action en fait. Ego, c'est très gaufrier. Ça, j'aime bien par contre. Le, la construction gaufrier, et ça allait très bien avec le trait de Darwin Cook, avec l'action qui est mise enfin l'action. Oui, c'est une certaine action, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est Batman enfin Bruce Wayne qui discute avec Batman en fait, qui essaye de faire la part des c'est choses. démons intérieurs, on peut dire. Voilà, c'est démons intérieurs dans la Batcave, voilà, c'est exclusivement ça presque. Et c'est très intéressant. C'est voilà, c'est un côté qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Batman. Batman qui doute, voilà, il doute pas. Enfin, il doute, mais voilà, pas autant que ça d'habitude. Ouais, des histoires vraiment très sympas, des histoires très très courtes comme le Monument, qui est sympa, voilà, qui est assez drôle en plus avec une petite chute assez sympa. Les finales de ces dessins sont super bien menées. Enfin, je veux dire, on est à la fois surpris et en même temps, c'est ce qui est attendu. Enfin, voilà, c'est vraiment de la simplicité et en même temps ce qui n'enlève pas la complexité en fait et la profondeur du récit et de ce qu'a voulu donner Darwin Cook. Donc voilà, c'est presque parfait, quoi. Presque parfait. Bon, j'imagine que Ouais. Siegfried est conquis aussi par ce type de récit. Oui, tout à fait, au moins par Ego, qui devait de toute manière finir par apparaître dans le Black Label, parce que le Black Label est là aussi pour consacrer ces récits qui sont vraiment essentiels sur Batman. Et là, c'est parfait pour un récit de 60-70 pages, de trouver enfin sa place dans le Black Label, assorti d'autres choses, parce qu'un volume de 60 pages, ça aurait été trop court. Donc, il est évident qu'il y a quand même 2 morceaux dans cette anthologie. Ego, d'un côté, qui est vraiment un récit majeur d'approfondissement psychologique de Batman, des causes de son combat, et de l'autre côté, des récits qui sont plus là pour combler, qui sont tous vraiment très gentils. Moi, je trouve le Monument particulièrement drôle, par exemple, avec ses dessins très Hollywood, et puis son espèce de statue de Batman fasciste, dans une époque un peu l'époque de Miller, quoi, puisque c'est aussi l'époque où Miller sort son The Dark Knight Strikes Again. C'est une Donc grosse référence, ouais. Oui, voilà, donc il y a un côté complètement décalé. D'ailleurs, c'est un récit qu'on avait déjà trouvé dans les Batman Black and White. Ça me permet de rappeler à quel point les Black and White, c'est formidable pour découvrir à quel point Batman c'est riche. Donc voilà, c'est un volume qui est vraiment essentiel, surtout pour Ego, qui est un récit. Ce que je trouve passionnant en fait avec Ego, c'est que c'est un récit qui est à la fois recommandable pour des néophytes et pour des personnes qui connaissent déjà Batman. Quand vous connaissez déjà Batman, vous avez déjà vu des récits dans lesquels il doute un peu de son combat. Donc à la rigueur, la réflexion ne vous paraîtra pas forcément neuve. Mais c'est tellement concentré. Parce que là, en 60 pages, c'est vraiment une pure méditation de Batman sur son combat, parce que c'est Bruce qui décide de renoncer à être Batman parce il a commis une erreur, on va dire, entre guillemets, mais il estime ne plus être à la hauteur du combat qu'il prétend mener. Et donc, il y a ce Batman qui se manifeste devant lui, ce Batman monstrueux, qui est en fait une métaphore de sa croisade contre le mal. Et ce Batman lui dit, au lieu de renoncer à ton combat, tu devrais tuer les méchants. Parce que si tu tues les méchants, tu vas enfin faire le bien, et comme ça, tu vas vraiment améliorer les choses. Et donc, tout le comics, en fait, ça va être une confrontation rhétorique entre Bruce qui dit « je ne veux pas tuer et je veux renoncer à être Batman », et Batman qui dit il faut que tu continues d'être Batman et qu'en plus tu tues les méchants parce que il faut quand même poursuivre le combat qui est le combat de ta vie. Finalement, est-ce que tu peux faire autre chose que Batman? Est-ce que tu es autre chose que Batman? Est-ce que Bruce c'est pas juste une enveloppe, une coquille un peu vide qui sans Batman perd vraiment toute raison d'être? Est-ce que tu peux seulement renoncer à ce combat? Donc c'est une manière extrêmement tassée, extrêmement efficace de raconter des débats, des réflexions qu'on a déjà vus, mais jamais exposés aussi franchement, d'autant que voilà, Darwin Cook déploie quand même tout un imaginaire, tout un onirisme, des visions assez psychédéliques qui sont vraiment fortes, avec beaucoup d'ailleurs de références à l'analyse psychanalytique. Donc il y a vraiment il s'empare vraiment du sujet pour aller très loin dans un nombre assez limité de pages, donc ça rend vraiment le récit très, très percutant. Et donc, évidemment, ça pourrait paraître, du coup, d'après tout ce que je dis, difficile pour un néophyte, mais en fait, on revient sur beaucoup de choses. On revient même sur la vie de Bruce avant l'assassinat de ses parents, sur l'assassinat de ses parents, sur ses super vilains et quelques étapes importantes de son parcours, sur ses derniers combats. Enfin, pour un néophyte qui connaîtrait juste vaguement Batman, mais n'aurait pas forcément lu de comics, pourrait quand même très facilement comprendre
qui est Batman grâce au comic sans du tout être perdu sur les différentes évocations du parcours de Batman. D'autant que voilà, comme le disait Aliénor, grâce au style très dessin animé de Darwyn Cook, c'est extrêmement facile à lire. Donc même si on n'a pas trop l'habitude des dessins typés comics, on va dire entre guillemets, ça reste quand même extrêmement accessible. Donc voilà, c'est vraiment un grand récit assez universel, assez court, percutant graphiquement et scénaristiquement, et complètement recommandable, assorti en plus voilà, de quelques petits bonus qui sont un peu moins, enfin qui sont clairement beaucoup moins mémorables, mais qui sont très agréables à lire, très doux. Alors juste un tout petit coup de cœur, un petit coup de gueule, pardon, à l'inverse. C'est pas pareil. Alors, juste un petit coup de gueule éditorial, comme l'évoquait Aliénor, donc ce volume ne contient pas qu'Ego, contrairement à ce que pourrait laisser croire à la couverture, et même le quatrième de couverture en fait, parce que même en lisant le résumé du quatrième de couverture, on ne parle que d'un récit au singulier qui serait Ego. Et je trouve ça assez dingue en fait qu'il faille ouvrir le comics pour se rendre compte que non, non seulement il n'y a pas que Ego, mais il y a quand même 5 récits différents dans ce volume. Et Tout à fait. déjà que la couverture n'en tienne pas compte, c'est un peu dommage. On peut comprendre la simplification, même si ça coûtait pas grand-chose de mettre Ego et autres récits. Mais alors que le quatrième de couverture lui-même parle de récit complet au singulier sans dire un seul mot du fait qu'il y a d'autres comics à l'intérieur, je trouve ça juste incompréhensible. Enfin, c'est pratiquement une tromperie sa marchandise. C'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi Urban a fait ça. Ouais, Surtout voilà, que, après, ça peut prêter à confusion au début. Parce que moi, j'ai été désarçonnée, en fait, en voyant qu'il y avait plusieurs récits. Et je me disais, mince, est-ce que c'est des chapitres de Ego? Ou, parce que du coup, je connaissais pas, hein, moi, Ego, ni les autres histoires. Et du coup, je savais pas, en fait. Et je commence le bouquin, je me dis, mince, est-ce que c'est des chapitres ou c'est des récits à part entière? Je lis le derrière, je sais, bah non, c'est le récit, justement, c'est des chapitres, en fait. Et puis, bah non, c'est pas des chapitres. Même si je pensais que juste le premier chapitre s'appelait Ego et que, comme le titre, et puis qu'après, c'était d'autres chapitres, mais que c'était un seul et même c'est récit. possible. Et puis on peut s'attendre à un grand récit ample en 160 pages quand on voit un volume qui s'appelle Ego et qui fait 160 pages, Bah sans ouais, se douter qu'il y a 5 récits. Donc c'est ouais, vraiment une erreur éditoriale tout assez à fait. oui, dommageable. oui, c'est assez surprenant. Après, il y a 2 façons de savoir, qu'il y a plusieurs récits, en lisant le comics ou bien en écoutant les podcasts Batman Legends. Voilà, vous le savez On tout. va dire ça. Génial. Bon, ben voilà, bon, vous l'aurez compris, on vous conseille fortement tous les Complètement. 3, en tout cas, Batman Ego, et je pense qu'on n'est pas les seuls parce qu'effectivement, c'est l'un des récits, comme je le disais en préambule, qui est très apprécié par les fans qui l'ont déjà lu. Donc, ne passez pas à côté de Batman Ego, surtout qu'il est en plus pas très cher. Je crois que c'est 16 €, donc voilà, en Ouais, termes c'est ça. de tarifs comics, c'est pas extrêmement cher et ce serait dommage de passer à côté. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une autre lecture, une nouvelle lecture signée, encore une fois, Darwyn Cook, puisque c'est Catwoman, le dernier braquage. Siegfried, je sais que tu l'as lu. Qu'en as-tu pensé? Alors, c'est une autre addition au Black Label parce que cette année, ce mois-ci, Urban a décidé de frapper fort avec 5 récits quand même qui intègrent le Black Label, même Bah, s'ils avaient tout ce déjà qu'ils été ont édités sorti, précédemment. autour Pratiquement, oui. du film The Batman, hop, dans le Black Label. Ce qui se justifie parfois pour Ego, par exemple, il y a un Long Halloween, Amère Victoire, qui intègre aussi le Black Label. Catwoman à Rome, on en reparlera. Le dernier braquage, pour le coup, je suis pas tout à fait sûr que je l'aurais mis dans le Black Label qui soit assez essentiel. Enfin, le but, c'était quand même de prendre aussi des personnages féminins et prendre certains des récits de Catwoman sans prendre la continuité Catwoman et en faire du Black Label, ce qui n'aurait pas eu grand sens. Bon, c'est quand même un récit qui est largement lié au run de Brubaker sur Catwoman. Donc, c'est un run qui est quand même super. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Batman Legend. Et globalement, je crois qu'on est tous fans à la fois du dessin, parce que quel que soit le dessinateur, généralement, c'est Cameron Stewart, Darwyn Cook, ça reste quand même dans un style assez doux. Enfin voilà, vient de parler de Darwyn Cook, un style animé qui avec des plats de couleurs, très très coloré, très doux, très agréable à l'œil, mais qui Mais n'empêche pas les d'ailleurs, récits d'être. ouais, Ouais. d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs, tu parles du run de Ed Brubaker. D'ailleurs, il y a une grosse partie de l'ouvrage qui était déjà présent dans le run publié chez Urban Comics de Ed Brubaker présente Catwoman. Oui, tout à fait, oui. Bon, c'est un peu fatalement, mais ce qui repose question, mais on avait déjà interrogé cet aspect-là, sur l'identité du Black Label. À partir de quel moment est-ce que le Black Label peut reprendre des récits de la continuité pour les publier à part en faisant du Black Label, là où le Black Label, originellement, était quand même destiné à des récits plutôt en one-shot.
donc c'est un peu curieux, mais il y a quand même une volonté éditoriale d'en faire un récit qui peut être lu indépendamment, qui est pas mal, notamment parce qu'on a la bonne idée de commencer par, par le récit sur la piste de Catwoman qui raconte Slam Bradley, donc qui est un détective un peu mineur de l'univers du DC Comics, qui est recruté qui est payé par le maire pour chercher Catwoman. Catwoman qui est supposée être morte. Et donc dans tout ce récit, on ne verra pas Catwoman, on verra à peine Selina Kyle, et c'est juste Sam Bradley qui la cherche. Et je trouvais que c'était une manière très judicieuse de commencer l'ouvrage, de ne pas montrer le personnage principal. Enfin, un peu comme on dit souvent de bien et je partage complètement cet avis, des films qui ne montrent pas tout de suite la menace ou le héros, mais qui essayent de le montrer par à côté, par des biais, avant enfin de le montrer frontalement pour mieux apprécier. Ben là, c'est exactement la même chose. On commence par le lecteur enquête aussi pour essayer de trouver Catwoman, de même que Sam Bradley. Ça imite un peu cette quête du personnage principal dans le récit, en plus d'une façon qui est extrêmement bien racontée, parce que cette Brubaker, c'est un grand spécialiste des récits noirs, du polar, de l'enquête, avec notamment ses récits avec Sean Phillips, et du coup, il écrit très bien ce personnage un peu mélancolique, un peu à la fois sûr de lui et brisé, enfin un personnage qui est assez complexe, qu'il ressort un peu des tréfonds de DC Comics pour le remettre en avant ici, et c'est assez chouette. C'est donc suivi du dernier braquage, cette fois entièrement fait par Darwyn Cooke, qui est un récit très complet sur Catwoman, dont on a dit qu'elle était passée pour morte, mais qui du coup cherche à se refaire parce qu'elle a plus du tout d'argent. Évidemment, comme c'est Catwoman et qu'elle veut se faire de l'argent, elle va pas vendre des frites à McDo, elle va essayer de voler 25 millions à un milliardaire. Bon, évidemment, lié à la mafia et tout. Et c'est un récit qui est pas mal. Parce que on retrouve ce qu'on peut aimer en fait, enfin c'est la promesse du titre, c'est vraiment du braquage. C'est-à-dire que Catwoman va essayer de trouver un bon coup, puis elle va commencer elle va assembler une équipe, à planifier avec son équipe de façon impeccable comment ça va se passer. Et évidemment, quand le plan va commencer à se mettre en place, rien ne va se passer comme prévu parce qu'il y a plein de petites péripéties qui vont gêner ça. Enfin, c'est tous les clichés, mais cliché, c'est un peu négatif, toutes les étapes attendues d'un film ou d'un récit de braquage. Donc c'est assez chouette de les retrouver ici, avec cette maîtrise du ton noir qui est propre à, qui fait penser à Brubaker. Ça reste quand même pour moi pas le meilleur récit de Catwoman parce que c'est un peu long. C'était trop porté sur l'action. Moi, j'aime davantage quand ça médite un peu plus sur le personnage. Là, c'est pas trop le cas. Ça fait aussi que visuellement, c'est un peu plus prévisible parce que voilà, contrairement à Ego par exemple du même Cook, là, on raconte vraiment une histoire avec beaucoup de péripéties. Donc, on crée vraiment un enchaînement de péripéties qui fait qu'on a plus vraiment la place pour des mises en page plus poétiques par exemple. Mais voilà, il y a beaucoup d'action avec une touche d'humanité, et c'est une Catwoman comme on l'aime. Je la trouve quand même beaucoup plus forte dans d'autres arcs du run de Brubaker. C'est aussi pour ça que je disais que ce comics-là, pour moi, n'a pas vraiment sa place dans le Black Label, parce que c'est pas du tout. Je crois que c'est le seul récit consacré à Catwoman actuellement dans le Black Label, et c'est clairement pas le meilleur récit de Catwoman. Mais voilà, ça reste très agréable à lire pour s'approprier le personnage de Catwoman, même si c'est pas celui qui raconte le plus sur Catwoman. À la rigueur, j'ai beaucoup mieux aimé parce qu'il y a encore deux récits dans ce volume. Le récit anonyme, qui est certainement ce que j'ai préféré ici. Cette fois scénarisé par Brubaker, dessiné par Cook et Stewart, ensuite remplacé par Al Red pour le deuxième fascicule, et colorisé par Matt Hollingsworth, qu'on aime beaucoup, celui qui a fait les White Knight notamment. Tout à fait. Qui rappelle pas mal Ego d'ailleurs, puisque Selina fait des cauchemars qui l'incitent à redevenir Catwoman alors qu'elle a décidé d'abandonner son costume, donc ça rappelle des choses. Mais qui médite aussi sur son incompatibilité avec Batman, puisqu'on le sait, on a fini par le savoir, surtout avec le run de King, que Batman et Catwoman s'aiment, se cherchent, mais ne parviennent jamais à se retrouver complètement. Et voilà, pour le coup, ça explique vraiment posément que le monde de Catwoman est vraiment tout en nuances de gris, à l'image du personnage. Catwoman, c'est quand même une plutôt gentille, mais qui n'hésite pas à frayer avec des criminels, à commettre des vols. Donc elle n'est pas non plus du côté du bien, là où Batman a une vision quand même beaucoup plus binaire des choses. Il y a le bien, il y a le mal, point final. Évidemment, Batman, c'est le bien, et il a aussi du mal à cerner cette Catwoman. C'est un récit qui est aussi très agréablement féminin. On a Catwoman qui enquête sur le meurtre de prostituées, qui va se faire aider par Leslie Tompkins, qui se fait aider par Oracle. Donc on a vraiment un récit qui met en avant les protagonistes féminins majeurs ou moins majeurs de Gotham, et ça c'est assez rafraîchissant, ça fait plaisir à voir. On sait que c'est une des forces de ce run de Brubaker qui paradoxalement est fait uniquement par des hommes, mais avec beaucoup de sensibilité féminine. Et voilà, dans Anonyme, on retrouve vraiment le meilleur de cette sensibilité féminine, parce que voilà, ce récit des victimes aux auxiliaires à l'héroïne, tout est vraiment complètement féminin. Et
enfin, ça donne vraiment une fraîcheur, une certaine une force un peu inattendue au récit. Un récit qui parvient à rester extrêmement solaire, mais pas du tout dans l'obscurité qu'on aurait pu redouter. Même les moments durs sont assez poétiques, assez mélancoliques. Il est même très bien pensé dans les apparitions de Batman, parce qu'on sait que généralement les comics qui parlent de personnages secondaires du monde de Batman, à chaque fois que Batman arrive, il vole un peu la vedette. Et là, ce comics parvient à ce que ça ne soit pas le cas. Batman vient uniquement pour enrichir l'univers de Catwoman. Enfin, c'est vraiment un très bon récit que je recommande, paradoxalement, plus que Le Dernier Braquage. Et ça finit par le récit Chevalier Servant, scénarisé par Darwyn Cook, dessiné par Tim Sale et colorisé par Stewart, qui est un très amusant petit récit de quelques pages seulement, où c'est Catwoman qui poursuit Batman, donc ça retourne un peu le schéma habituel, qui le poursuit pour l'embrasser. Ouais, c'est un jeu du chat et de la souris, mais où cette fois c'est vraiment le chat Catwoman qui poursuit la chauve-souris dans une expression du désir de Catwoman qui est assez inattendue et qui fait que je trouve que le dessin fonctionne pas très bien, parce que j'aime beaucoup Tim Sale, mais là pour le coup il est trop détaillé pour qu'un récit aussi minimaliste, aussi comique puisse vraiment fonctionner. Mais voilà, ça reste extrêmement amusant dans son retournement scénaristique et dans ce petit twist et dans son minimalisme. Donc c'est vraiment un très bon volume, mais voilà, que je recommande paradoxalement plus pour le récit anonyme que pour Le Dernier Braquage. Mais globalement, ces 4 récits forment quand même un très bel ensemble sur Catwoman, qui permet vraiment de réapprécier le personnage, surtout si après avoir été déçu par le run de Joel Jones, comme on l'avait été ici. J'étais pas le seul. Je fais taire tout de suite ceux qui estiment que je dis du mal de tout. J'étais pas le seul ici à ne pas avoir été déçu par la fin du run de Joel Jones. Ici, on retrouve vraiment tout ce qui fait le sel de Catwoman, tout ce qu'on peut aimer chez Catwoman et tout ce qu'on peut aimer dans un très bon comics, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et vu que tu as dit du bien de Ego et de ce récit, vous ne raterez pas l'alerte Siegfried. Tout à fait. Voilà. C'est un peu injuste quand même, parce que Ego, on savait très bien que j'allais aimer, et Catwoman, j'en ai déjà dit beaucoup de bien, donc c'est un peu facile de ta part, je trouve. Les règles sont les règles, Siegfried. Non, mais effectivement, en plus, je te rejoins totalement. Ce sont 2 récits qui sont super. Et il faudra quand même retenir une chose très importante de ce que tu nous as expliqué, c'est que en cas de besoin d'argent, Catwoman ne travaille pas à McDo. Et ça, c'est important. Non, effectivement, bon, je sais que Aliénor, je crois que tu n'as pas forcément lu ce récit-là. Non, mais je vais le lire. Ça, Alexandra et... Ça c'est l'alerte rouge qui t'a fait dire ça, c'est ça? Non. Déjà, je voulais le lire, et puis les critiques que j'en lis et que j'en écoute, la critique de Siegfried, entre autres, me donne vraiment envie, donc je vais le lire. Ouais. Alexandra avait fait un retour sur le blog aussi extrêmement positif. Ouais. Elle avait mis 5 logos dans la catégorie, donc c'est apprécié par l'équipe pour le coup. Tout à fait, très, très apprécié. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la review écrite par Alexandra sur batmanlegend.com. En attendant, je vous propose d'enchaîner sur une nouvelle lecture, une nouvelle ancienne lecture, j'ai envie de dire, puisque, comme on l'a dit, du nouveau chez le Black Label, du nouveau pas tout frais, puisque c'est Batman The Long Halloween qui fait son apparition dans le Black Label d'Urban Comics. Siegfried l'a vaguement évoqué, et je vais demander à Aliénor de nous en parler. Ce Batman The Long Halloween, est-ce que c'est aussi bien que tout le monde le dit? Oui, bah oui. Enfin, voilà, on va pas en dire grand-chose, parce que bon, déjà c'est ancien. Ouais, non, et puis c'est vrai qu'on depuis... on en a quand même beaucoup parlé sur le site. Bah oui, il y a des reviews il y a les reviews sur le site, on en parle régulièrement, parce que c'est un récit majeur quand même de l'univers de Batman, faut le dire. Et pour le coup, c'est vrai que ça a vraiment leur place dans le Black Label, parce que c'est sombre, parce que c'est légendaire, enfin c'est iconique, c'est quand même un Batman vraiment comme on l'aime, archi iconique. Enfin et puis je pense qu'effectivement c'est un des récits qui ont sans doute inspiré en partie le film. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. On verra, mais c'est oui, vrai que, on verra. On connaît en pas tout cas, des dires du cas, réalisateur. Christopher Nolan et Christian Bale, ils avaient revendiqué pour leur trilogie. Effectivement aussi. Voilà. Je pense que de toute façon, quand on doit lire du Batman, enfin appréhender du Batman pour faire un film, je pense que tous les réalisateurs qui ont fait l'effort de lire un comics pour préparer leur film ne sont pas passés à côté de Batman The Long Halloween. Tout à fait, ouais. Donc c'est un peu la suite, si je me souviens bien. C'est un peu la suite de Year One, enfin, suite pas claire et nette. Enfin, je veux dire, c'est pas revendiqué comme tel, mais c'est un jeune Batman qui, dans la même lignée, oui.
Ouais, voilà, qui débute un peu aussi dans cette traque des mafieux. On commence on s'imprègne en fait du milieu de la mafia, hein, si je me rappelle bien, Ouais, Tout ouais. à The fait, Halloween. pleinement d'ailleurs, Ouais, c'est ça. puisque Ouais, oui, ouais. effectivement, ouais. Les Et Falcon notamment, ouais. oui, c'est ça, oui, voilà. Et, euh, et donc voilà, en fait, on appelle ça un Halloween parce que ce sont des meurtres qui sont commis dans la famille Falcon, je crois, l'autre, je ne sais plus, dans une des deux familles mafieuses qui sont commises pour la première fois durant Halloween et ensuite à chaque fête calendaire. Tout à fait. Donc voilà. Et donc l'enjeu de cette histoire, c'est vraiment un Batman détective tel qu'on l'aime, un Batman majestueux qui en impose, qui se laisse pas faire, c'est Batman quoi. C'est pas de la merde. Ça c'est Euh, Team Sale, ça. voilà, c'est Team Sale quoi. Il en impose, Batman, il crève la page, ouais, il est totalement là et moi c'est ce que j'aime. C'est les Batman comme ça que j'aime bien. C'est pas ceux qui disparaissent, enfin qui sont comment dire, un peu ridiculisés, qui sont un peu à côté, qui n'en imposent pas. Donc lui au moins, voilà, c'est du Batman tel qu'on aime à le retrouver. Voilà, voilà, C'est c'est Alors, ce vrai. que je peux c'est en co- dire. C'est c'est à mieux que le lire. film. C'est mieux que le film animé quand même, hein. Oui, voilà, bah, c'est ce que j'avais trouvé au film animé, c'est que en fait, Ah, c'était l'opposé d'un Batman qui s'impose. C'était tout l'inverse. C'était un Batman complètement ridicule, très minus, qui crevait pas du tout l'écran. C'était tout l'inverse du Batman de Tim Sale. Donc je comprenais pas comment on n'avait pas cherché quand même à faire un petit peu semblant, quoi. Voilà. alors, ce podcast va dériver, je reprends vite la main. Mais effectivement, c'est vrai que ce Batman-là, en tout cas, si vous cherchez un Batman avec cet aspect détective, c'est certainement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur récit qui présente un Batman détective. En tout cas, Ouais. dans son histoire complète. Et Alors, j'aimerais quand même ouais, dire que vas-y. on a souvent tendance à oublier Mère Victoire en disant qu'un Halloween c'est un Mm. chef-d'œuvre. Eh ben, À la rigueur, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent un Halloween et qui ne savent même pas qu'Amère Victoire existe. Alors alors que, Et justement, le bah tiens, troisième, transition toute faite, parce que du coup, Amère Victoire aussi a été publié chez Urban Comics ce mois-ci, absolument. dans le label Black Label. Donc je le mets à l'écran, effectivement, pour que vous puissiez apercevoir cette magnifique cover quand même. Et du coup, Zéku, je te laisse reprendre la main et parler d'Amère Victoire qui, pour certains, euh, pour moi, ça se vaut, mais pour certains, est même meilleur que The Long Halloween. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors personnellement, je le préfère à un long Halloween. Par contre, c'est ce qui justifie cette impression qu'un long Halloween est meilleur, c'est déjà qu'un un long Halloween est sorti avant. Donc les gens Oui. qui lisent dans l'ordre ou qui l'ont découvert avant, forcément le trouveront supérieur parce qu'à côté, Amère Victoire paraît beaucoup moins neuf, beaucoup moins original. Enfin, rappelons quand Tout à même que le fait. dessin de Tim Sale, c'est pas le dessin d'un dessinateur de comics habituel. C'est quand même un dessin qui est quand même assez particulier, assez expressionniste, qui joue vraiment sur sur des palettes de couleurs assez picturales pour créer des ambiances assez uniques. Donc, quand on avait été complètement séduit par un Halloween, c'est normal de trouver Amère Victoire moins frais, moins original, donc moins percutant. Par contre, je trouve qu'en termes d'histoire, si on les compare vraiment à égalité, en retirant un peu tout ce côté contextuel, Amère Victoire, je le trouve plus puissant, notamment parce que il focalise pas seulement sur une enquête d'un Batman qui est en train de se faire, de s'améliorer de combat en combat. C'est aussi un comic qui traite beaucoup plus de la solitude des différents personnages. D'ailleurs, c'est le comics dans lequel Batman va rencontrer Dick et recruter Dick comme Robin au cours de sa aventure. Donc il y a une dimension qui est beaucoup plus mélancolique et que j'ai trouvé beaucoup plus poétique que dans Halloween, qui est excellent. Enfin, c'est vraiment un comics que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, j'aimerais surtout éviter que les gens qui lisent un long Halloween ou qui connaissent un long Halloween passent à côté d'Amère Victoire en se disant que si on n'en parle pas, c'est que c'est pas bien, alors que c'est vraiment un très très grand comics et pour moi un des tout meilleurs comics Batman. Voilà, que moi je place même au-dessus d'un long Halloween parce que voilà, il a une profondeur dans le traitement de Batman, et dans l'enrichissement de la ville de Gotham que je trouve supérieur à Long Halloween et à énormément des comics contemporains. Ouais, Lénore aussi, tu préfères Amère Victoire à The Long Halloween ou pas du tout? alors dans mes souvenirs, je me rappelle que j'avais préféré, effectivement. Mais je me rappelle moins de l'histoire, c'est marrant. Par Ouais, contre, ce que je me rappelle bien, c'est effectivement la rencontre avec Robin, parce que bon, étant fan de Robin et surtout de Dick Forcément. Grayson, j'avais adoré de voir cette rencontre si bien décrite, si émouvante.
Ouais, très bien relaté, donc très psychologique aussi. Enfin, ouais, j'avais adoré. Et je me rappelle, oui, que j'avais beaucoup aimé, voire encore mieux, moi, je trouve que Un Long Halloween. Peut-être parce que justement, j'étais plus à l'aise avec l'univers, voilà. Et puis oui, l'apparition de Robin que j'aimais beaucoup. Donc, je me souviens avoir mieux aimé, mais je me rappelle moins bien de l'histoire par contre. Donc peut-être parce que l'histoire de Long Halloween, je l'avais revue en dessin animé aussi, c'est possible. Ça a peut-être Comme j'ai un rafraîchi un peu, peu plus ouais, la voilà, comme mémoire. j'ai un peu une mémoire de poisson. Mais je voudrais renchérir aussi encore sur, certes, certains oublient Amère Victoire, mais alors celui qui est complètement oublié, c'est Des ombres dans la nuit, Oui, parce qu'il y avait un troisième. oui, effectivement, ça serait bien qu'on en parle, mais c'est vrai que, on Mais va qui n'est pas déborder publié. le sujet de Oui, ce pardon. podcast, effectivement. Voilà. Mais par contre, effectivement, ça pourrait être un sujet d'un article sur le blog ou peut-être Oui, je compte le lire parce d'un que. podcast à part entière sur le travail de Jeff Loeb et Tim Sale, Mm, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, mm, Ça pourrait, ça ouais. ouvre des idées parce qu'il y a quand même matière à faire, effectivement. Comme tu le dis, le troisième ouvrage, publié chez Urban Comics, mm. également, est aussi très très bon. Donc, il y a quand même matière à faire et on vous conseille, vous l'aurez compris, de lire The Long Halloween, de lire Amère Victoire et de lire le troisième des Ombres dans la nuit, puisque ce sont des lectures que je notifierai de presque indispensables, si ce n'est indispensable, pour tout fan de Batman qui souhaite se lancer dans les lectures de ce personnage. Je vous propose d'enchaîner. On était avec Jeff Loeb, on était avec Tim Sale sur ce Batman. Alors, que vaut le Catwoman de Jeff Loeb et Tim Sale? Un récit intitulé Catwoman à Rome. 3 petits points. Ça, c'est pour le suspense. Siegfried, tu l'as lu. Qu'as-tu pensé de ce récit qui est une réédition là aussi? Tout à fait. Alors c'est le 4e récit du coup fait par Jeff Loeb et Tim Sale. Enfin plus précisément, donc, les deux auteurs ont écrit à peu près 1 millier de pages sur Batman. D'ailleurs aux États-Unis, il y a un omnibus de 1000 pages qui compile tout leur travail, donc ça doit être complètement illisible. Mais voilà, c'est pour dire la masse de travail qu'ils ont accompli. Donc ils ont écrit 3 histoires. Catwoman à Rome se déroule entre Un Long Halloween et le début de Amère Victoire pour montrer ce qui arrive à Catwoman pendant ce temps-là, et alors que Des Ombres dans la nuit compile en fait tous les petits récits qu'ils ont écrits par-ci par-là, qui se déroulent plus ou moins dans la même continuité, mais c'est un peu moins évident, notamment dans les Legends of the Dark Knight, des Halloween Special, etc. Donc c'est des récits avec leur style, mais qui n'enrichissent pas exactement la même continuité narrative. Donc, est-ce qu'il était utile de raconter ce qui arrive à Catwoman à ce moment-là? J'en suis pas sûr, et clairement c'est pas mon récit, c'est le récit que j'aime c'est le volume que j'aime le moins dans cette tétralogie. D'ailleurs, c'est presque étonnant d'avoir mis Catwoman à Rome, Amère Victoire et Un Long Halloween en back label et pas Des Ombres dans la nuit. Enfin, autant tout intronisé en même temps, d'autant que Des Ombres de la nuit est très loin d'être honteux, et à mon avis, il est quand même nettement meilleur que Catwoman à Rome. Donc Catwoman se rend à Rome, d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi, elle dit vouloir changer d'air, prendre des vacances, mais elle se fait accompagner du Sphinx, qui est une espèce de clown avec un côté sombre, mais qui sert surtout de comic relief assez ridicule dans le comic. Ça peut paraître lourd, c'est drôle par moments, notamment une scène où Selina rentre dans sa cabine et elle découvre le Sphinx revêtu du costume de Catwoman. Donc voilà, il y a des petits moments assez comiques. Voilà, il y a quelques scènes Voilà. comiques, ouais. Globalement, ça reste un petit peu enfantin. Le Tim Sale livre certainement un de ses meilleurs travaux, c'est un de ses boulots les plus picturaux, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais l'histoire, disons que le problème, c'est que les enjeux de l'histoire sont pas vraiment clairs jusqu'à peu près au milieu, aux 2/3 du comics, où on commence à comprendre ce que Catwoman veut faire à Rome. Donc ça n'aide pas forcément à s'impliquer dans l'enquête, et du coup, pour qu'il se passe des choses, on met beaucoup de péripéties qui peuvent paraître un peu inutiles, où tout à coup, il y a d'autres super vilains qui interviennent. Au début, on sait pas trop pourquoi, et qui en fait ne sont pas connectés directement avec la conclusion, donc avec l'enjeu direct du volume. Donc voilà, pour un volume qui est relativement court, j'ai trouvé ça assez étonnant d'avoir autant de détours, de péripéties un peu inutiles qui sont là pour relancer l'intrigue, mais sans avoir grand-chose à raconter, ce qui évidemment tranche avec Un Long Halloween ou Amère Victoire, où on sait quand même directement où ça va, et où il y a quand même un travail d'ambiance et d'homogénéité à la fois narrative et graphique, poétique, qui est beaucoup plus évident qu'ici, en fait, le récit est presque là juste pour exister, juste pour tirer un peu sur la corde de cet univers en racontant un personnage différent, personnage qui en plus, qu'en plus j'ai trouvé un peu trop sexualisé.
ça m'a un peu gêné par rapport aux autres comics de Leb et Tim Sale, et puis même en général. Je trouvais pas forcément utile d'avoir cette sensualité permanente de Catwoman qui en plus est relativement dévêtue pendant une grande partie du comics. Il y a beaucoup de blagues sur le fait que elle a des cauchemars, du coup quand elle se réveille, elle est un peu déshabillée, il y a souvent des gens autour d'elle. Bon, il y a un moment où je sais pas à quel point c'était utile, mais clairement ça passe peut-être un peu moins bien en 2022 qu'à l'époque où ça sortait. Mais voilà, quand même, c'est pas très fin et ça comble un récit qui manque déjà un peu d'ampleur. D'autant qu'il n'y a pas de vraie grande exploration du personnage, il n'y a pas de vraie méditation sur ce qui lui arrive, alors même que le récit prétend quand même changer le canon. Enfin, il y a des révélations qui semblent assez fortes sur qui est Catwoman et qui est sa famille. Mais voilà, peut-être qu'à cause de tous ces petits détours, on est quand même moins. On trouve, on rentre quand même un peu moins dans ce récit. Heureusement, les auteurs se sont dit qu'il manquait peut-être une plus-value, donc ils ont rajouté tout un sketchbook à la fin du volume où Tim Sale expose sa technique du lavis, donc comment il compose ses dessins, et donc ça c'est assez chouette parce qu'il y a des petits textes explicatifs et plusieurs étapes de son dessin sur des planches précises. Donc ça, au moins ça fait plaisir, et c'est vrai que les fans de Tim Sale au moins retrouveront quand même un grand dessinateur qui est quand même au sommet de son art dans Catwoman à Rome. Donc au moins pour ça reste évidemment très agréable à lire, même si en termes de récit, c'est pas un bon récit noir, et c'est un récit qui est pas du tout à la hauteur des 3 autres volumes de cet univers. Tout à fait, et c'est vrai qu'il faut préciser, on parlait des Ombres dans la nuit, effectivement, il faut bien préciser que ce récit-là était compris dans l'édition des Ombres de la nuit, dans Tout la à fait. nuit de Urban Comics, édité il y a quelques années. Merci Zekri pour ta présentation. Vous l'aurez compris, Catwoman à Rome, pas le meilleur de Jeff Lubb et Tim Sale par rapport à tout ce qu'on a dit au préalable, mais il saura séduire certainement quelques fans de Catwoman. Je vous propose qu'on enchaîne avec l'avant-dernière lecture de ce mois-ci, avec un retour à la continuité, puisqu'on revient sur DC Infinite Frontier, donc le nouveau récit qui met en avant, j'ai envie de dire, de nouveaux personnages. Et avant d'enchaîner avec cette avant-dernière lecture, puisque c'est Siegfried qui va prendre le relais, Aliénor, tu dois nous quitter, tu es appelé par le commissaire Gordon. J'ai vu le Aliénor signal sur le commissariat de ta ville. Tu dois donc nous quitter. Merci pour ton intervention sur ce podcast. On se retrouve bientôt, j'espère, dans un nouveau podcast pour venir débriefer toujours nos lectures et nos avis. Et oui. À bientôt. À bientôt, Aliénor. À bientôt tout le monde. Voilà. Bon, on s'est débarrassé d'Aliénor. Maintenant, je plaisante bien entendu. Donc, Aliénor devait nous quitter avant la fin de ce podcast, et on va enchaîner, donc, comme je le disais, avec Siegfried, qui va nous parler de ce DC Infinite Frontier. Siegfried, je t'ai senti pas très, très emballé lorsque j'ai commencé à entamer cette lecture. Dis-nous tout. Bon, en même temps, pour le coup, les gens qui nous écoutent de temps à autre se doutent un peu de mon avis, je pense. C'est la suite directe Death Metal. Donc, après le reboot du multivers consécutif à la fin du Batman qui rit et le Perpetua, on a une espèce de nouveau multivers qui est créé, dont il va s'agir de saisir un peu les enjeux. Comment est construit ce nouveau multivers? Quelle vérité est-ce qu'il recouvre? Donc c'est notamment scénarisé par Joshua Williamson et notamment dessiné par Sherman Nico. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un très bon point, parce que c'est un dessinateur qui est vraiment excellent, en plus avec des couvertures de Mitch Gerads, donc pour le coup dont je suis absolument fan. Donc généralement, j'évoque pas forcément les couvertures, mais là vraiment, c'était disons que ça fait un bon tandem. Couverture de Gerads dessinée par Sherman Nico, c'est quand même des points assez forts pour m'étirer malgré tout. Mais dans les faits, c'est pas vraiment un comics pour moi, donc c'est même pas très pertinent que je vous en parle. Mais disons que dès le tout début du récit, je me sentais déjà un peu exclu, parce que on voit la quintessence, donc ils sont normalement les 5 personnalités cosmiques majeures de l'univers d'ici, qui proposent à Wonder Woman de les rejoindre, de devenir un nouveau membre de la quintessence, parce que en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, on a compris qu'à la fin des métals, elle commençait à avoir un rôle un peu plus important et était la première à explorer les univers parallèles, mais au point de rejoindre la quintessence, je sais pas trop. Enfin voilà, déjà il y a une proposition là qui est un peu incongrue.
que évidemment elle refuse, donc c'est se demander pourquoi dans un dénouement aussi prévisible, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une dizaine de pages pour un dénouement aussi prévisible. Puis on voit Darkseid massacrer la quintessence, littéralement en un claquement de doigts, alors que voilà, la quintessence, ce sont des personnages dont le pouvoir n'est plus approuvé. Donc si Darkseid peut massacrer la quintessence, l'univers est à lui. Enfin, disons que d'emblée, on nous dit voilà où en est la menace maintenant. On a des personnages, des entités qui sont peut-être plus fortes que Batman Kirill et que Perpetua, mais qui sont massacrés en un quart de seconde par Darkseid. Donc maintenant, Darkseid va tenir une nouvelle menace. Et donc il y a une manière de monter encore, de monter encore la sauce, alors que je pensais pas qu'on pouvait encore la monter après les métals, enfin après ces histoires d'anti-multivers, enfin qui devenaient déjà complètement délirants. Ouais. Et donc, À noter que cette fois-ci, Snyder n'est pas dans le coup. Alors, il a quand même il a quand même scénarisé 1 ou 2 pages du premier numéro, donc il est quand même impliqué Ah mince, quelque part. ah mince, ça va. On sent Moi qui essayais de le sauver, mais non, il est toujours là en fait. on sent qu'ils n'ont pas réussi à lecture tout à fait. Ils gardent un droit de regard un peu là-dessus, ce qui est un peu triste. Mais voilà, donc disons que dès les premières pages, on nous annonce que il va y avoir des trucs de trucs de scénaristes où tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, mais les super-héros évidemment vont réussir à vaincre Darkseid, alors qu'on vient de dire que Darkseid a massacré la quintessence avec une facilité assez extraordinaire. Donc on imagine bien tout ce qui va suivre en fait, des méga guerres cosmiques, plein de twists improbables et des Tout ce que j'adore. Tout ce que voilà, j'adore. exactement. Des augmentations et des diminutions de puissance des protagonistes en fonction de ce dont les scénaristes ont besoin pour que finalement Darkseid ça soit vaincu. Enfin voilà, déjà ça part assez mal pour moi, mais voilà, dès qu'on a postulé ces bases, on a plusieurs petits numéros qui présentent différentes terres parallèles, puis qui ont quand même le mérite de se focaliser sur certains personnages pour faire monter la sauce assez lentement, assez progressivement. On ne nous balance pas tout de suite trop de concepts. Bon, c'est le cas dans le tout premier numéro, mais ensuite, quand même, on a ce mérite à partir d'Infinite Frontier numéro 1, d'essayer de nous faire évoluer progressivement dans ce nouveau multivers. Notamment, j'ai trouvé assez sympa de revoir Calvin Ellis, qui est donc le Superman noir, président des États-Unis, qui est amené à avoir un grand rôle dans cette Infinite Frontier, ainsi qu'une histoire sur le Psychopirate. Bon, j'ai quand même un peu l'impression qu'à chaque crise, on nous rabat les mêmes personnages. Le Psychopirate, on l'avait déjà vu, c'était dans Final Crisis, je crois. On a de nouveau le droit aussi au Flash, qui évidemment a un rôle majeur. Je rappelle quand même que le Flash était à l'origine de tout Rebirth, donc est-ce qu'il y a et qu'on avait déjà vu dans les crises précédentes, est-ce qu'à un moment on peut pas le laisser tranquille à force de voir les mêmes personnages. Donc revoir Darkseid, à la rigueur, c'est un peu neuf parce qu'il n'était pas lié aux dernières crises, même si Darkseid, c'est bon, on en a soupé aussi. On en a eu pas mal, ouais. On a un peu l'impression, un peu comme Batman se débarrasse de Tom King pour faire revenir le Joker. Là, on se débarrasse de Snyder, mais c'est juste pour faire revenir Darkseid, le Flash et Psychopirate. Bon, on est quand même dans une paresse, une volonté de faire revenir d'anciennes choses, même si c'est pour raconter des choses neuves, qui est un peu fatigante. Enfin voilà, donc on nous raconte un groupe qui s'appelle la Justice Incarnée, qui est dirigé par Calvin Ellis et qui regroupe des super-héros de différentes terres, notamment Captain Carrot, qui est toujours très drôle, même si pour le coup il est beaucoup moins drôle que dans. Il faut vraiment les redécouvrir via les volumes The Multiversity de Grant Morrison, qui présentent tous les aspects du multivers de façon un peu inégale, mais qui permettent vraiment d'apprécier tous ces personnages dans leur univers respectif, et donc de voir d'où vient Calvin Ellis, d'où vient Captain Carrot, et d'offrir d'autres mondes qui pourraient être impliqués par la suite dans celui-là. Donc à l'arrière, c'est des lectures qui permettent mieux d'enrichir l'univers qu'on va être amené à découvrir que Infinite Frontier. On les voit combattre Magog, qui, je vous rappelle, était donc l'un des vilains qui crée un peu le comics Kingdom Come. Donc on peut être intrigué aussi par les liens qu'il peut y avoir entre ce nouveau multivers et Kingdom Come, qui semble être le monde de Kingdom Come semblant être l'un des univers de ce nouveau multivers. On a aussi beaucoup d'allusions à la Justice Society of America. Donc, ce qui fait qu'on comprend mieux, ça on en reparle juste après, mais pourquoi Urban a décidé de republier le Justice Society, le nouvel âge d'or, parce qu'en fait ils font plein de références dans cette Infinite Frontier, et des références qu'on risque de clairement beaucoup moins apprécier si on n'a plus du tout en tête qui est Magog, qui sont les différents personnages de la JSA, parce que ils sortent un peu derrière le chapeau. Donc c'est une ressortie qui est un peu opportuniste. Au moins la partie graphique, elle est solide, sans génie mais souvent jolie, sans génie mais souvent jolie.
mais voilà, enfin, pour moi, c'est pas un mauvais récit cosmique, mais ça fait un peu peur que on commence à peine un nouveau multivers, littéralement, c'est le premier volume pour nous présenter ce nouveau multivers, et on commence déjà par énormément de bagarres, par des histoires de failles entre les multivers, par une menace cosmique qui est plus forte que toutes les menaces cosmiques, avec on nous répète des centaines de fois, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous croyez m'avoir vaincu, mais en fait, vous n'avez rien vu. En fait, vous auriez dû me laisser faire parce que ce qui arrive est encore pire. Enfin, toutes les phrases hyper clichés qu'on voit littéralement dans tous les comics un peu cosmiques et que là on voit, on revoit. Donc en fait, ça me fait un peu peur que voilà, on crée une nouvelle continuité, et on nous lasse déjà avec tous les clichés habituels à ce point, avec des personnages qu'on a déjà vus, dans des situations qu'on a déjà vues et des phrases qu'on a déjà lues, tout ça pour nous monter en sauce une nouvelle menace. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre de poser un peu cet univers un peu plus calmement avant directement, dès les premières pages, de nous balancer voilà, Darkseid tue la quintessence, il y a des crises partout, il y a des guerres, unissez-vous pour le combattre. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, c'est la pure suite de Metal. Là où on espérait tous, je pense qu'après Metal, on aurait de nouveau un univers apaisé avant la nouvelle crise. Là, on nous rebalance immédiatement une crise qui est l'exacte suite en fait de ce qu'on a du Batman qui rit, de Perpetua, de ce qu'on venait de voir dans la crise précédente. Donc c'est un peu dommage, on n'a pas saisi l'occasion de ça pour recréer vraiment un nouvel univers. Donc évidemment, on a des personnages qui sont un peu neufs, on s'attendait pas forcément à revoir Calvin Ellis, Captain Carrot, il y a Thomas Wayne aussi, le Thomas Wayne de Flashpoint, qui revient pour des raisons un peu mystérieuses. Donc ça justifie des croisements d'univers qui sont inattendus, mais pour des enjeux qu'on a déjà vus et qu'on vient même de voir puisqu'on sort à peine de Metal. Donc c'est un petit peu dommage, on attend de voir la suite, qu'on lira de toute façon pour en faire un retour ici, mais personnellement, j'en suis un peu fatigué d'avance. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, il faut dire que c'est des grosses lectures quand même, hein, 360 pages par exemple pour ce volume. Et puis comme tu le dis, si tu veux vraiment tout apprécier comme il le faudrait, il faut en plus lire les lectures à la côté, etc. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de lectures. Moi, j'en suis découragé d'avance, j'ai envie de dire presque, parce que en plus, c'est pas les récits, comme je disais, c'est pas des récits qui m'attirent tout le côté cosmique, etc. Moi, je me réfugie bien volontiers dans ce qu'on avait évoqué juste avant, hein, les Batman Ego, les The Long Halloween, etc. Et là-dedans, je m'y retrouve beaucoup moins. Donc bon, après, en tout cas, ceux qui adorent ces récits, ceux qui prennent beaucoup de plaisir, n'hésitez pas justement à venir partager vos avis, hein, que ce soit sous la vidéo YouTube, sous les posts Facebook ou directement sur batmanlegend.com, puisque effectivement, on est en tout cas en attente de vos avis. N'hésitez pas à laisser vos avis, ou si vous êtes d'accord avec nous, venez confirmer peut-être vous aussi que vous en avez marre de ces genres de récits, mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis. Je te propose du coup, Siegfried, qu'on enchaîne sur la dernière lecture de ce Bat Reviews, avec justement, tu l'as évoqué un petit peu en évoquant cette dernière lecture, c'est Justice Society of America, tome 1, le nouvel âge, puisque le récit DC Infinite Frontier faisait un petit peu référence à cet ouvrage-là. Donc, écoute, je te laisse nous le présenter, même si j'ai l'impression que tu n'es pas forcément très emballé. Si, peut-être un peu plus que DC Infinite Frontier quand même. Peut-être un peu plus. Disons que j'étais un peu déçu parce que ça commençait vraiment très bien avec une de ces histoires qui rappelle un peu The Golden Age de Robinson ou The New Frontier de Cook ou un peu les Watchmen ou le Squadron Suprême de Grunwald, avec cette présentation de multiples super-héros, certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas du tout, certains qui sont inventés, certains qui préexistent, et une volonté d'unir tous ces personnages dans une réflexion qui est à la fois mélancolique, mais qui est aussi là pour les grandir dans un monde qui ressemble quand même pas mal au nôtre, avec des troubles, une modernité qui ressemble au nôtre, et quand même teintée de poésie et d'optimisme. Donc voilà, ça rappelle un peu ces grands récits que j'apprécie beaucoup, d'autant que là c'est scénarisé par Geoff Jones, et Geoff Jones, voilà, on sait qu'on peut ne pas aimer tous ces récits, mais il fait partie un peu comme Mark Waid, un peu comme Morrison, de ceux que j'appelle les grands architectes, c'est-à-dire les gens qui connaissent vraiment sous le bout des doigts chaque petit personnage de chaque petite continuité et qui vont en jouer pour livrer des récits qui restent quand même globalement lisibles, mais en profitant bien de tout le background de DC Comics, c'est quand même monstrueux pour surprendre le lecteur en l'emmenant dans des directions qu'on n'attend pas forcément, avec des personnages qu'on n'attend pas forcément. Donc c'est des récits qui globalement sont assez chouettes, il y a des parallèles qui étaient assez prometteurs au début, d'autant que le premier arc commence avec la JSA qui recrute de nouveaux membres parce qu'elle commence à vieillir, donc c'est un bon prétexte aussi pour montrer les membres qui partent et des nouveaux membres, donc c'est pas mal pour introduire un peu cet univers aux lecteurs qui ne connaissent pas forcément tous ces personnages, d'autant qu'en plus on a un personnage, un héros qui ressemble beaucoup au comédien,
qui s'appelle Mister America d'ailleurs, donc pour le coup il y a un parallèle qui est quand même assez assumé, qui meurt dès le début, et du coup les autres personnages vont enquêter sur sa mort tout en ayant ce processus de recrutement. Donc en plus on a une intrigue qui rappelle un peu Watchmen, Ouais, enfin un qui, petit peu, ouais. qui rappelle un peu complètement Watchmen, avec un assassin qui tue des membres potentiels de la JSA et leur descendance, dont cette espèce de comédien. Donc on a une intrigue qui va dans une direction qui est quand même extrêmement claire, un assassinat, une enquête, avec une nouvelle équipe qui s'enrichit petit à petit de nouveaux personnages. Donc voilà, avec l'occasion d'introduire un peu brutalement au début, parce qu'évidemment on connaît personne, mais avec quand même une volonté une volonté de nous faire entrer dans cet univers à peu près doucement. Donc ça fait plaisir. Le premier récit solide, là, le dénouement est peut-être un peu facile, mais globalement c'est un premier arc qui promet quand même le meilleur. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, contrairement aux autres récits dont je parlais, les Golden Age, Squadron Supreme, New Frontier, qui sont des récits autocontenus avec un seul récit, enfin en one shot avec un seul récit dans un volume. Là, il y a différents arcs qui ne sont pas toujours scénarisés ou dessinés par les mêmes personnes, ce qui rajoute un peu d'inconsistance et qui fait que évidemment il y a des arcs qui sont très inégaux. Donc j'aime beaucoup ceux qui se concentrent autour d'un axe clair, donc ce premier arc dont je parlais et le dernier qui raconte l'arrivée sur Terre 2 du Superman de Kingdom Come. Donc là encore, on voit le lien que je faisais avec Infinite Frontier, d'autant qu'il y a quand même de très jolies choses sur ce Superman de Kingdom Come qui raconte un peu son univers et qui doit comprendre les règles du nouvel univers dans lequel il arrive. Malheureusement, cette histoire sera poursuivie dans le tome 2 d'Infinite Frontier, puisque ça se fait en 2 volumes. Ça sera clos après, mais ça se fait en 2 volumes. Donc ça occupe déjà une grosse partie de la fin de ce volume, mais il va falloir quand même acheter la suite pour avoir la fin de cet arc-là. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est clairement deux des récits qui pour moi sortent du lot. Mais entre les deux, il y a des récits qui sont beaucoup plus confus, en fait, où c'est vraiment qui concrétise en fait tout ce qui pouvait faire peur avec un tel projet. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnages qu'on ne présente pas, qui viennent un peu dans tous les sens et qui se livrent des bagarres qui sont à la fois illisibles dans le dessin, dans le scénario, dans la caractérisation des personnages. Donc voilà, des récits qui sont pour moi beaucoup intéressants, qui sont certainement très bien pour les gens qui connaissent ces univers sur le bout des doigts, parce qu'ils peuvent se dire tiens, tel personnage il fait ci, tel personnage vient de tel univers, de tel comics qui a 40 ans et qui est par un scénariste méconnu. Enfin, il y a certainement un plaisir des Happy Few, de ceux qui savent reconnaître toutes ces références. Par contre, je pense clairement que les autres seront un peu largués, ce qui est dommage, parce que voilà, encore une fois, dans le premier récit et dans le dernier, si tant est qu'on connaisse Kingdom Come, il y a quand même moyen de s'y retrouver, d'y prendre du plaisir, même en ne connaissant pas trop ces équipes-là. Donc voilà, c'est à vous de voir. C'est pas un comic que je pourrais recommander ou déconseiller formellement. Je conseillerais quand même d'y jeter un œil, parce qu'il y a des choses qui sont assez chouettes, parce que Jones c'est quand même un très bon scénariste, et je me souviens plus qui dessine le premier arc, c'est vraiment très bien dessiné. Il y a des choses beaucoup moins convaincantes par la suite, mais voilà, globalement c'est un volume qui a beaucoup d'idées très intéressantes, mais qui parfois s'éparpille un peu dans des récits moins majeurs, un peu illisibles, qui font qu'on vous donnera peut-être un avis plus construit à la lecture du deuxième volume, qui j'imagine sortira dans quelques mois. C'est une série de 2006, donc elle est quand même achevée depuis un bon bout de temps, donc j'imagine qu'Urban a prévu la sortie du second assez vite. Donc on fera peut-être un retour plus complet à ce moment-là, mais pour le moment je vous conseille quand même de jeter un œil, parce qu'il y a des choses clairement qui peuvent plaire à pas mal de lecteurs, surtout que il y a des choses quand même qu'il faut avoir en tête en lisant Infinite Frontier. Infinite Frontier, c'est la suite de la continuité. Donc voilà, on vous oblige quand même à faire pas mal d'achats. Achetez déjà Kingdom Come. C'est quand même un comics qui est supérieur à tous ces comics-là, et que pour le coup, il est quand même bien d'avoir lu pour comprendre toutes ces références. Mais celui-là, attendez, ne vous précipitez pas, et peut-être pas dessus aveuglément. Attendez peut-être l'avis sur le second volume pour vous y intéresser vraiment. Ok, bah écoute, Siegfried, merci beaucoup pour toutes ces explications. Effectivement, alors Kingdom Come que tu as évoqué est quand même un gros récit qui est très très apprécié lui aussi des fans, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le Black Label. Si je me souviens bien, il a été édité il n'y a pas longtemps dans ce format-là. Écoute Siegfried, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout de ces lectures parues en janvier sur Urban Comics. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Batman Legend, mais en attendant, n'hésitez pas à donner vos avis, comme on le disait tout à l'heure, sur la page Facebook, dessous la vidéo YouTube ou sur batmanlegend.com. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Ciao.